Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on fait le point sur le programme fédéral d'aide d'urgence aux entreprises canadiennes, c'était pendant la pandémie, dont les sommes devaient être remboursées avant le 18 janvier dernier. On fait le point dans la Naudière. Et en deuxième partie, on se pose la question, quel est l'impact du stress financier sur la santé mentale? Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici et merci beaucoup d'être avec nous ce soir encore une fois. Comme je le disais, le 18 janvier, des entreprises devaient rembourser les sommes reçues par le programme fédéral Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Si certaines y sont parvenues et souvent en s'imposant un stress financier additionnel, bien d'autres n'y arriveront pas. Pour beaucoup, bien, la solution va être de fermer boutique. Pour faire la situation, pour se rappeler ce programme, on va, avec nos invités que je vous présente à l'instant, M. Nicolas Framery, vous êtes directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette et président de l'Anaudière économique. Monsieur Pascal Lévesque, vous êtes conseiller financement aux entreprises aussi à la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. Et je pense que vous avez quand même travaillé beaucoup sur ces fonds d'urgence-là. On a travaillé beaucoup sur les fonds d'urgence, mais au niveau provincial avec le POPME. Mais le CUEC, le QEC, qui est venu complémenter là, au niveau des mêmes entreprises. Du reste, hein? Premièrement, bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue d'avoir... merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, là, d'appeler les conséquences et tout ça, rappelez-nous ce fameux programme fédéral-là, Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Qu'est-ce que c'était? On remonte maintenant quasiment 4 ans en arrière. Début de pandémie, on a des mesures de fermeture d'entreprises, on a beaucoup, la majorité des entreprises sont impactées par les fermetures, par les conséquences, etc. Et on a nos deux paliers de gouvernement, que sont le fédéral et le provincial, qui là mettent des programmes en place pour soutenir les entreprises. Au niveau du fédéral, on a le fameux compte d'urgence aux entreprises canadiennes, le QEC. On a également un autre programme qui est apparu, qui était le phare. Et du côté provincial, en fait, et nous, on travaille pour une organisation là, qui relève du provincial, il y avait les fameux programmes PAU-PME, POPME, avec le volet ERAM. Fait que ça, c'est un ensemble de programmes qui ont été déployés sur l'ensemble de la province pour soutenir nos entreprises. Parlez-moi, on va parler beaucoup du programme fédéral, mais est-ce que les autres programmes, les autres aides d'urgence avaient les mêmes conditions, c'est-à-dire une somme d'argent, ou est-ce que c'était à peu près la même structure? Je vais laisser mon collègue... Vous qui avez travaillé beaucoup. Oui. Bien, au niveau provincial, les programmes pouvaient se ressembler. C'était des prêts qui pouvaient être de 50 000 La différence avec le volet ERAM, c'est que le volet s'appliquait dans les médias. Fait qu'on faisait l'analyse des frais fixes et selon les sommes qu'on prêtait, on pardonnait, là, suite à l'analyse, là, une certaine portion? Une certaine portion, mais dans certains cas, la totalité du montant prêté. OK. Ce programme fédéral-là, combien d'entreprises? Savez-vous combien d'entreprises au Québec qui a participé? Ou, Bien, on disait plus de 150 000. Ouais. Au niveau du QEC, il faut se rappeler que c'était un programme, si je ne dis pas de bêtises, qui était géré directement par les institutions financières. OK. Nous, dans notre cas, et du côté du phare au niveau fédéral, là, dans le fond, les entreprises venaient voir les organismes de développement économique, que ce soit relevant des MRC ou les SADC. Il y avait quand même un travail d'analyse. Même si c'était dans l'urgence, on nous demandait quand même d'analyser les dossiers dans l'optique où on ne voulait pas surendetter des entreprises qui étaient déjà aux abois. Et tout le monde le sait, là, des fois, juste rajouter de la dette pour de la dette, là, ça aide personne.
dans le cadre... Est-ce que vous êtes en train de me dire que le programme fédéral était plus, non pas plus généreux, mais moins regardant de... On était dans un contexte d'urgence. Je comprends. Fait que là, c'était vraiment d'aider les entreprises. Au niveau du QEC, lui, il était administré directement par les institutions financières. Fait que là, dans le fond, les entrepreneurs faisaient des demandes auprès des institutions. Puis là, comme dit Pascal, il y avait des montants qui étaient accordés. Sauf que quand le montant y était accordé, dans le fond, on disait simplement qu'il allait possiblement avoir un montant qui allait se transformer en subvention, à condition que l'entreprise pourrait rembourser avant une certaine échéance. Fait que c'est sûr que pour nos analystes, quand on regarde d'un côté certains programmes qui reconnaissaient, je dirais, quasiment instantanément la portion qui était à rembourser versus celle qui n'était pas remboursée, ça pouvait aider nos entrepreneurs à mieux, je vous dirais, évaluer ce qu'il faudrait peut-être mettre de côté ou pas, puis etc. L'autre élément, c'est qu'on en discutait avant l'émission avec Pascal, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont eu accès à ces programmes d'aide d'urgence, mais qui, avant la pandémie, n'étaient pas endettées. Fait qu'il y en a pour certains là, qui ont appris à gérer une dette. Tu sais, il y a beaucoup de micro-entreprises qui ont eu accès à ces aides-là. Et là, du jour au lendemain, tu as quand même pas mal plus de moyens que tu en avais. On sait qu'avant la pandémie, il y avait déjà certaines entreprises qui allaient mal. Fait que ces aides-là n'ont pas amélioré leur situation en termes de rentabilité d'entreprise. Il allait déjà plus ou moins bien avant la pandémie. La pandémie n'a pas aidé. On sort du contexte pandémique, il y a de l'inflation, il y a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. On le voit avec l'inflation, les gens vont moins. Fait que il y a certaines entreprises qui, malheureusement, n'ont fait qu'accumuler des tuiles depuis les 4-5 dernières années. Puis c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que d'un point de vue des gouvernements, là, on se dit, cette aide-là, ça fait déjà 4 ans, là, il est temps de tirer une ligne puis de passer à d'autres choses. Ça reste des drames humains. Oui. Par contre, quand nous, on regarde sur l'ensemble des dossiers qu'on a pu faire à notre niveau, au niveau de la MRC, Pascal me disait, Nick, c'est une très faible portion, c'est une minorité qui actuellement, là, on a des enjeux. Qui sont en difficulté? Exact. Est-ce qu'il y a une industrie particulière plus touchée que d'autres? Le commerce de détail, la restauration, sont plus touchés, mais encore là, c'est les entreprises qui étaient ciblées par les programmes que nous, on a gérés. Là. OK. Et dites-moi, là, parlons un peu plus de ce compte d'urgence-là, 18 janvier. Ça représentait quoi, là? J'ai dit que les entreprises devaient rembourser. Mais la somme n'est pas devenue exigible le 25 janvier, là. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont remboursé? Est-ce qu'ils ont eu un avantage, ceux qui ont remboursé avant le 18 janvier? Qu'est-ce qui se passait avec ce programme-là? En fait, pour ceux qui remboursaient le montant du CUEC à la date pour le 18 janvier, admettons que l'entreprise avait un prêt de 60 000 il remboursait 40 000 le portion de 20 000 devenait une contribution non remboursable. Fait que devenait, on pourrait dire, une subvention. Devenait une subvention. Oui. Exact. Maintenant, il y en a qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À partir de maintenant, là, ces entreprises-là, où sont-elles? Je ne veux pas dire où sont-elles, mais dans leur tête et dans leurs finances, où est-ce qu'elles en sont? Là, ça devient maintenant un prêt remboursable sur une période... Totalement remboursable. Totalement remboursable. Si c'est un prêt de 60 000, c'est un 60 000 remboursable sur une période de 36 mois à 5 d'intérêt. Et là, il y a un pourcentage. Exact. Parce qu'avant, c'était à 0 d'intérêt avant le 18 janvier. Il n'y avait aucun remboursement. Les sommes avaient été prêtées en 2020, mettons 2021. Et c'était dans l'attente, là. Ça avait même été reporté, je crois, là. Oui, ça a été reporté plusieurs fois, là. On peut comprendre, surtout dans les conditions que vous avez énumérées tantôt, là, l'inflation et tout ça. Avez-vous un portrait de l'anneau d'hier, mais à tout le moins de votre MRC? Écoutez, très difficile pour nous d'avoir des chiffres exacts sur l'ensemble. Puis je voudrais vraiment pas parler au travers de... Fait que, dans le fond, je vous dirais que le message qu'on peut envoyer à l'ensemble des entreprises qui vivent ces situations un peu plus difficiles, vous avez sur chaque territoire de MRC de la Naudière des services de développement économique qui relèvent des MRC. Là, chez nous, c'est la CDEJ. Dans les Moulins, vous avez le service de développement économique qui relève de la MRC. Il y a des conseillers qui sont là pour vous donner un coup de main puis y voir plus clair.
dans l'optique de dire, et on l'a entendu, en fait, le gouvernement disait, vous pouvez aller voir votre institution financière qui vont vous aider à refinancer un petit peu ce montant-là, etc. Fait que notre travail, c'est d'évaluer avec les clients qui ont plus de difficultés, quelles sont les solutions? Juste pour voir, on peut-tu réétaler ou pas la dette, etc. Y a-t-il moyen de refinancer? Mais en même temps, dans ta situation d'entreprise actuelle, l'objectif, c'est d'aller mieux. Fait que, est-ce qu'il y a des stratégies pour te sortir un petit peu en termes de je fais moins de ventes, ça va moins bien, etc. Et en même temps, on ne se le cachera pas, depuis la pandémie, le consommateur a évolué aussi dans ses manières de faire. Donc, adaptation? Exact. Il y a un travail où les modèles d'affaires doivent s'adapter. Il y a des choses qui marchaient déjà moins bien avant la pandémie puis qui marchent encore moins bien aujourd'hui. C'est sûr que, en plus de vivre un stress financier relatif au remboursement de cette aide, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont à dire, là, si je veux survivre, il faut que je change aussi mon modèle d'affaires. Puis ça amène un inconfort, parce que dans le fond, ça demande une adaptation au changement, ça demande de se poser des questions. Si j'ai toujours fait ça depuis les 10-15 dernières années, ça me tente-tu encore de faire différemment aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que voyez-vous cette volonté de changer, de s'adapter pour les entreprises où ça a été un peu mieux? Est-ce que vous voyez cette volonté de changement-là? Bien, on le voit, c'est certain, il y a des entreprises qui sont habituées d'une telle façon de faire, comme dans tout dans la vie, là. Fait que certains... Parce qu'il doit y avoir beaucoup d'entreprises familiales là, dans ces entreprises-là. Quand même beaucoup. Bien, c'est beaucoup des petites entreprises, des gens qui se sont créés leur propre emploi, qui ont 5 employés et moins pour la plupart. Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir un impact? Mais là, vous m'avez un peu répondu tantôt. Là. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'économie de la région ou il va y avoir une adaptation puis un rééquilibre? Moi, je vous dirais multifacteur. OK. La pandémie, le QEC, c'est un facteur. Si je regarde actuellement, quand on parle avec certains entrepreneurs, l'enjeu de main-d'œuvre reste entier. Fait que ça, c'est un deuxième facteur. Et ça va rester entier plusieurs années. Là. Fait que quand on parle de commerce, de restaurateurs, etc., là, on a, nous, des entrepreneurs qui disent, écoute, je suis même plus capable de... Et ça, pour moi, ça vient un enjeu. Après ça, dans certains autres secteurs, l'inflation qui fait que le consommateur a changé son comportement, etc. J'ai d'autres entrepreneurs qui me disent, moi, c'est la relève. Fait que je vous dirais qu'il y a un ensemble de facteurs actuellement qui vont amener nos entreprises à devoir s'adapter à une nouvelle réalité. Il y en a qui l'ont fait. On parlait tantôt là, de secteurs comme les commerces ou les restaurants. Moi, on a des clients restaurateurs que eux, ça va très bien. Ça va, ils se sont adaptés. À l'inverse, sur le même secteur d'activité, d'autres vont fermer parce que là, y arriver à la fin. Fait que c'est très difficile de généraliser. Je pense que l'économie de la région va quand même très bien. On a une croissance démographique qui est parmi une des plus fortes au Québec. On a des entreprises qui, dans certains secteurs, fonctionnent très bien au niveau manufacturier, etc. La preuve, le taux de chômage est encore très bas à l'heure actuelle. Fait que oui, je pense qu'on a une économie qui est résiliente. Un potentiel de développement domiciliaire et tout ça aussi dans l'Anaudière. Exact. Donc, il y a des solutions. J'aimerais rappeler votre entreprise, pas votre entreprise, mais la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. Entre autres, on a montré à l'écran votre adresse. Oui. On peut vous appeler pour des conseils et toutes sortes de choses. On a une équipe de 8 conseillers aux entreprises, conseillères. On a des spécialistes comme Pascal en financement, j'en ai en démarrage, on en a au niveau plus commercial. Nous, c'est pour la MRC de Joliette. Si jamais vous dites, moi, j'habite ailleurs, vous faites simplement regarder le site de votre MRC. On a tout un service de développement économique là, qui est là pour vous soutenir. Je terminerai en disant, parce que là, on est... Tu sais, Pascal me disait, Nick, les gens, on dirait que s'ils ne se voient pas rembourser, c'est tout de suite la faillite. Il y a quand même des syndics de faillite qui sont là aussi pour aider les gens à trouver des solutions qui pourraient leur permettre d'avoir une... Fait que, bref, consultez les gens autour de vous pour vous aider. Les gens sont là pour ça. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On peut donc, à partir de maintenant, favoriser le commerce local. Ça aiderait un peu. On se revoit après la pause.
de retour avec vous. Avec notre prochain invité, on porte notre réflexion maintenant sur l'impact que peut avoir le stress financier sur la santé mentale. Et je vous la présente, Mme Héloïse Légaré. Vous êtes travailleuse sociale et aussi enseignante au cégep de Terrebonne et de Joliette. Exactement. Cégep Lanaudière. Dites-moi, vous avez entendu nos premiers invités. Il va y avoir un stress pour certaines personnes, pour les entreprises, mais le stress financier existe chez tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de sources de stress. Est-ce que celui-là commence à prendre de plus en plus de place, le stress financier? Définitivement. Si je repense à ces gens-là qui vivent ce stress-là spécifiquement, il faut penser que depuis 2020, ces gens-là vivent toutes sortes d'adaptations également avec la pandémie. Donc, j'ouvre, je ferme. Quand j'ouvre, j'ai des mesures d'appoint à mettre en place. Donc, s'ajoute à ça ce remboursement d'argent. Donc, oui, effectivement, ça affecte la santé mentale de façon importante. Comment ces difficultés-là, parlons spécifiquement financières, le trouble financier, comment ça peut atteindre l'équilibre de la santé mentale d'une personne, de ses relations, comment ça peut les affecter, les signes? De plein de façons. Ouais. Donc, au niveau... clairement, on peut voir se manifester des symptômes d'anxiété, donc qui s'apparentent à l'anxiété, à la dépression. Donc, beaucoup d'agitation, ça va affecter le sommeil, ça va affecter l'alimentation, ça va affecter, beaucoup de choses au niveau de l'agitation motrice. Souvent, hein, on ne s'en rend pas compte, mais ça trace un chemin très insidieux, là, l'anxiété. Okay. Donc, on va voir apparaître toutes sortes d'émotions, beaucoup de colère, puis par rapport à la finance, par rapport aux dettes, je dirais même beaucoup la honte, parce que il y a un trajet, il y a un trajet à respecter. Ah, définitivement. La honte. La honte, parce que quand on a un projet dans la vie, quel qu'il soit, et qu'on n'y arrive pas financièrement, bien, c'est sûr qu'on a toutes sortes de pensées intrusives. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien géré mon truc? Donc, on se remet en question. On peut... Est-ce que c'est le premier réflexe qu'on a? Tout à fait. De se critiquer soi-même? Un des réflexes, ça va être de se critiquer soi-même. Puis évidemment, on peut critiquer aussi toutes sortes de mesures gouvernementales. Donc, on pense l'inflation, la nourriture, pour répondre à votre question. On a vu les coûts exploser là, dans plusieurs choses. Là. Donc, ça affecte les gens là, de tous bords et de tous côtés là, présentement. Est-ce qu'il y a une stratégie, il ne faut pas qu'il soit trop tard, là, mais est-ce qu'il y a une stratégie à adopter quand on est vraiment là, comme au bout du rouleau, financièrement, ça ne va pas bien? Évidemment, il ne faut pas s'isoler, c'est la première chose à ne pas faire. Tout à fait. Quelles sont les autres stratégies? Ne pas s'isoler, oui, tout à fait, mais de ne pas s'isoler est la première. Donc, d'aller demander de l'aide, de ne pas rester seul, d'en parler. Tantôt, on disait d'aller cogner aux portes, voir qu'est-ce qui existe en termes de soutien. Exactement. Mais, tu sais, en fait, les gens qui vont vivre de l'anxiété, qui vont vivre des difficultés financières, vont vivre aussi énormément de conflits au niveau... Ça a des impacts sociaux importants au niveau du couple, au niveau de la famille. Donc, beaucoup de conflits, d'irritabilité. Puis ça fait effet boule de neige. Ça déborde, exactement. Exactement. Donc, les gens vont s'isoler parce que ça devient tellement gros, ça prend tellement de place et c'est invisible. Les difficultés financières, souvent, c'est quelque chose qu'on vit seul avec soi-même. Donc, qu'on garde pour nous, effectivement. Qu'on garde pour nous parce qu'on a honte. Surtout si on a honte. Exactement. Donc, le lien est là. Donc, d'aller demander de l'aide, c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas sous-estimer le défi que ça représente. Ouais. Donc, difficile sur les relations familiales. S'il y a des enfants impliqués, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger autant qu'on peut? Pour pas que les enfants, pour pas que ce stress-là déborde sur les enfants?
Surtout si c'est temporaire. Tout à fait. Mais moi, j'invite les gens là, qui vont vivre vraiment des difficultés financières à en prendre conscience, en fait, puis d'en parler, puis de ne pas rester seul avec ça. Parce que c'est quand on reste seul avec ça qu'on accumule et qu'on explose pour toutes sortes de petites choses dans la routine de vie, les devoirs, la douche, la poutine quotidienne. On continue à travailler, donc on est trop sollicité, on est surstimulé. Donc, d'aller chercher de l'aide. Puis il y a différentes ressources là, qui existent, là, entre autres. Par exemple, oui. Entre autres, vous pouvez avoir accès via le 811. Vous faites l'option 2, l'info sociale. C'est la porte d'entrée des demandes d'aide, dans le fond, au Québec, dans toutes les régions, en fait. Donc, de ne pas hésiter à téléphoner puis à demander cette aide-là via là. Et aussi... Les difficultés financières, on peut parler aussi même d'idées suicidaires, puis d'agir suicidaire quand on accumule, puis qu'on ne demande pas d'aide, puis qu'on reste isolé. Ça peut aller jusque-là. Donc, il y a des ressources comme le Centre de prévention suicide. Dans notre cas, c'est celui de la Naudière, mais il y en a dans toutes les régions également. Avez-vous vu quelque chose, avez-vous remarqué quelque chose, soit, je ne sais pas, à travers vos étudiants, à travers des stages, à travers toutes sortes de choses, et votre travail de travailleuse sociale, depuis la pandémie, si... financièrement, c'est... Parce qu'on entend de belles histoires, oui, mais on entend des histoires assez tragiques. Avez-vous vu une recrudescence des difficultés de ce stress-là depuis la pandémie? Le stress financier, oui. On a beaucoup moins d'inscriptions dans les bassins au niveau du cégep, par exemple. On a moins d'inscriptions, on a eu beaucoup d'abandons. Déjà là, vous le voyez? On le voit, ça a une incidence, effectivement. Et quand vous dites diminution d'inscription, c'est quoi l'impact par la suite? Bien, les jeunes étudiants, souvent, vont devoir travailler, vont devoir se payer un appartement. L'appartement coûte plus cher, la nourriture aussi. Donc, moins de temps, moins d'espace pour étudier. Donc, plutôt que de faire une technique qui va prendre 3 ans, bien, on va prendre 4 ans pour la faire, parfois même 5 ans. Donc, ça affecte le roulement de la gestion, dans le fond, des classes, puis de la réussite scolaire aussi, tu sais, au niveau de la persévérance, au niveau de la motivation scolaire, il y a vraiment des impacts importants, là. Est-ce que, avez-vous vu, donc les étudiants, évidemment, ils ont un stress financier peut-être un peu plus grand que plusieurs autres personnes, donc vous voyez, il y a une conséquence sur les résultats? Sur les résultats, je l'explique par la motivation scolaire, l'énergie, la disponibilité mentale, psychologique aux études. Quand tu as des soucis financiers, c'est extrêmement difficile. Drôle de question. Est-ce que nous sommes assez éduqués en finance personnelles? Est-ce que, comme personne, on a atteint un niveau d'éducation correct pour la gestion de nos finances, les finances personnelles? Est-ce qu'il y a un manque là-dessus? Je ne me baserai pas sur des études ou des statistiques, mais je crois profondément qu'absolument pas. On n'est pas... Il y a pas... On manque d'éducation financière, clairement, au Québec. Je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais il y a des organismes qui peuvent venir en aide, en fait, qui ont ce mandat-là, en fait, dans la région, là, pour éduquer les gens au niveau financier, au niveau du budget, etc. Je pense au Centre d'économie sociale. Le nom m'échappe. Il y en a dans toutes les MRC. Donc, il faut aller voir les MRC. Ils offrent des conférences, ils offrent toutes sortes de services, de l'aide au budget, comment maximiser l'épicerie, quoi penser, quoi faire, quoi ne pas faire, par exemple. Parce que si, en première partie, on a dit, les gens qui étaient avec nous, on dit, ouais, bien, les consommateurs, ils ont changé leur façon de consommer, d'agir. Est-ce qu'on est un peu en retard ou est-ce que vous voyez... Vous êtes beaucoup avec les jeunes. Je suis beaucoup avec les 17, 20, 21 peut-être. Est-ce que... Comment se fait-il qu'ils ne sont pas conscients alors que c'est difficile? Pourquoi ils n'ont pas cette conscience-là? Ou très moins que les plus vieux, finalement? Bien, en fait, je pense qu'il y a une question de génération. Donc, ces jeunes-là doivent avoir reçu cette éducation-là. Donc, qui a éduqué la génération qui éduque aujourd'hui? On a mal transmis. Je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là à regarder, effectivement, à évaluer. Là, on parle beaucoup de la pandémie, on parle de l'économie. J'aimerais déborder un petit peu, si vous le permettez.
Que représente, ça va être très général, ne m'en veuillez pas, que représente ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe dans le monde? Comment ça peut impacter ça, les gens? Voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez parlé tantôt de motivation. Oui. Motivation à l'école, il faut travailler, on est fatigué, on n'est pas disponible. Est-ce qu'on a tendance à perdre notre motivation avec tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, les difficultés qu'on vit? C'est sûr qu'on est surexposé avec les médias sociaux à toutes sortes de choses. On est surexposé aux guerres, on est surexposé aux problèmes environnementaux. Puis la génération d'étudiants, d'ailleurs, c'est connu, c'est reconnu comme étant une génération très sensible à l'environnement. Vous vivez beaucoup, là, oui. vos étudiants. On parle beaucoup d'éco-anxiété de plus en plus. C'est d'ailleurs un sujet qui mériterait d'avoir une plus grande place. Plus grande place. Exactement, oui. Mais oui, j'entends ça dans le discours des étudiants, des jeunes. Et un peu de ma génération aussi, je vous dirais, mais davantage chez les 18, je dirais 25 ans. Cette éco-anxiété-là, entre autres. Ouais. Entre autres, il y a l'éco-anxiété, il faut performer. La performance, exactement. Le résultat rapide. Moi, j'observe énormément de stress, de performance chez les étudiants. Dans la gestion aussi qu'ils vont faire de ce stress-là, ces questionnaires, je pense qu'ils ont besoin d'être outillés beaucoup. C'est ce qu'on fait aussi en classe. On tente de les outiller le plus possible pour être équipés, pour être capables de passer au travers leurs études. Donc, le corps professoral, c'est aussi adapté à ces jeunes? Définitivement. On suit la vague, on essaie d'encadrer, mais d'accompagner aussi ces jeunes-là du mieux possible. On rappelle, vous êtes travailleuse sociale, enseignante au Cégep de Lanaudière, à Terrebonne et à Joliette. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? C'est ne pas hésiter, ne jamais hésiter, quelle que soit la difficulté. Ne vous isolez pas, demandez de l'aide, soit dans une MRC, soit à l'école. Bref, restez pas tout seul dans votre coin. Nous, on se donne rendez-vous dans une semaine. Je remercie mes invités. Je remercie toute l'équipe qui travaille fort pour vous donner des émissions toujours aussi intéressantes les unes des autres, en recherche, en studio et surtout en régie. Et je salue mon bon ami Daniel, le meilleur régisseur du monde. Au revoir.